intervenants de la table ronde à bien vous installer sur la scène. Et pendant que vous vous installez, je vous propose à nouveau 2 questions quiz. Voilà, venez nous rejoindre. Prenez les marches, il n'y a pas de plan de table, faites comme vous voulez. Alors, installez-vous tranquillement. 2 questions quiz donc, sur l'application. Pour ceux qui n'ont pas encore chargé l'application, le QR code s'affiche à nouveau à l'écran avec les infos de connexion. Donc prenez le temps de flasher ce QR code et pour introduire la table ronde, nous avons choisi 2 questions et c'est pareil, nous aurons les résultats à l'intérieur de la table ronde dans les débats qui vont suivre. Donc 2 questions. La première question, vous avez peut-être déjà entendu parler du carburant XTL. Voilà, et donc la question que je vais vous poser, c'est à partir de quelle matière première est produit ce carburant, ou plutôt de trouver l'intrus dans les réponses, puisque XTL, donc c'est un carburant synthétique liquide qui peut être produit à partir de plusieurs matières premières, chacune via une technologie de production spécifique, biomasse, hydrogénation d'huile végétale, le gaz ou les méduses. Voilà, trouvez l'intrus, hein. Attention. Donc prenez le temps de répondre à cette question. Alors je ne sais pas si on peut passer à la deuxième avant que les questions se fassent, je ne sais pas, ou si vous avez accès aux 2 questions en même temps. L'éco-conduite, voilà, ça c'est la deuxième question, peut faire économiser à votre avis jusqu'à 5, 10, 15 ou 95% de carburant. Voilà, 2 questions et nous allons bien sûr y revenir pendant la table ronde et sur l'éco-conduite, bien sûr, l'enjeu et d'ailleurs dans la transition énergétique dans son ensemble, c'est comment maintenir ces bonnes actions dans la durée. Certaines peuvent être mises en place, mais après, il faut les maintenir. Alors, je vais faire une interrogation écrite parce que je ne sais pas qui est qui, à part Aurélie Alexis, que j'ai repérée ce matin, qui est gérante d'Alexis Déménagement. Merci de nous avoir rejoints. J'ai également Céline Luc qui est venue me voir, directrice gestion des talents formation pour le transporteur Steph. Donc, alors Céline, vous interviendrez avec Patrice Omnes, qui est à mes côtés, voilà, directeur général de l'Opco Mobilité. Merci d'être là. Donc, en duo, même si vous êtes un peu éloignés l'un de l'autre, vous nous parlerez de formation dans un deuxième temps. Nous avons avec nous Claude Finet qui est à distance, qui est responsable conformité process RSE chez Boulanger. Donc on a vu que Boulanger avait obtenu ce label, c'était dit en introduction. Donc merci Claude Finet, nous voyons parfaitement à l'écran. Bonjour à vous et bienvenue, même à distance. François Herviot est également à cette tribune. François Herviot, donc vous êtes président directeur général de l'Inevia. Bruno Clockner, directeur général France d'XPO Logistics. Et pour tout vous dire, Bruno, hier en passant sur le pont des Arts à Paris, au moment où une péniche est passée gigantesque, avec chargé je ne sais pas combien de conteneurs XPO Logistics, je me suis dit ça c'est un signe incroyable. Je ne sais pas si je l'aurais remarqué, mais on pouvait difficilement la rater cette péniche. Voilà, donc c'était assez impressionnant. Donc merci en tout cas à tous d'être avec nous. Je vous propose donc une table ronde en 3 parties. On va revenir sur les actions mises en place et les résultats engagés dans le programme EVE. Nous parlerons de l'importance de la formation dans un deuxième temps et puis ensuite les freins à lever, les perspectives avant de vous passer la parole pour poser vos questions. Claude Finet, vous êtes à distance, on commence avec vous. Alors, bonjour et bienvenue. Donc voilà, vous êtes donc responsable conformité process RSE du groupe Boulanger qui est doté de 9 plateformes de livraison. Vous travaillez avec de nombreux transporteurs, dont XPO Logistics qui est à cette tribune sur l'un de vos entrepôts. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'importance du transport dans le bilan carbone de Boulanger et aussi les actions que vous avez déployées, Claude Finet? Alors en fait, la société Boulanger a réalisé son premier bilan carbone global en 2018. Et suite aux résultats de ce bilan carbone, nous avons voulu savoir, nous, au niveau du transport, quelle était notre part qui nous était due. Donc c'est à partir de là que nous avons décidé d'adhérer au dispositif Fred 21 afin déjà de valoriser cette part et de mettre en place des actions afin de diminuer notre impact au niveau émissions carbone.
Sur les 5% demandés dans le dispositif, nous nous sommes engagés à 15% au terme des 3 ans. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, nous sommes en train de clôturer la 2e année d'adhésion. Et donc, nous avons à peu près 200 magasins à travers la France avec 4 entrepôts et 9 plateformes logistiques. Nous avons la possibilité donc de jumeler nos livraisons pour nos réappros et donc, grosso modo, ça nous donne à peu près 180 camions mis sur la route par jour. Mais nous pouvons connaître un pic d'activité en fin d'année qui peut monter aux alentours de 300 camions. Avec le Black Friday, notamment, le Black Friday, je crois qu'il y a un pic. Hein. Enfin, je vous encourage oui, pas, ça, bien sûr, à participer au Black Friday. 290, 300 camions. Ouais. Quand même. Et donc, sur 2021, nous avons réalisé, donc, avec les actions mises en place, 13% d'émissions évitées. Et là, sur 2022, nous sommes en train de consolider, mais apparemment, nous sommes sur la bonne trajectoire. Mais bon, il faut faire attention parce qu'une dérive peut très vite arriver. Donc, il faut vraiment rester vigilant. Quelles sont les actions peut-être les plus marquantes que vous avez engagées, celles qui impactent davantage le niveau carbone de Boulanger ? Alors, comme je le dis souvent, il ne faut pas tout attendre des transporteurs. Nous devons, nous aussi, avoir notre part et donc impulser les différentes actions. Donc, la première, de notre côté, ça a été d'ouvrir un 4e entrepôt afin de diminuer les distances parcourues, puisque nos magasins fonctionnent en grappe par rapport au rattachement d'un entrepôt. Et donc, sur 26 magasins, nous sommes passés d'une distance moyenne journalière à peu près de 280 km à 180 km journaliers. Ensuite, c'est le côté transporteur, voir quels sont les différents transporteurs qui peuvent nous proposer des biocarburants et notamment, comme vous l'avez évoqué, travailler avec du XTL ou du B100, qui est aussi un biodiesel, mais lui fabriqué à partir de l'huile de colza. Après, voir quels étaient ceux qui mettaient en place l'éco-conduite et comment elle était menée chez eux, puisque l'éco-conduite peut vous faire économiser jusqu'à 2 litres au 100 par chauffeur. Mettre en place de la traçabilité pour la géolocalisation. Et aussi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Boulanger est dans une démarche de politique d'accompagnement, de partenariat avec ses transporteurs. Et donc, nous avons instauré des échéances afin qu'ils diminuent leurs émissions de gaz à effet de serre. Et nous travaillons ensemble pour aligner nos stratégies de décarbonation. Et donc, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, tout nouvel entrant au niveau transporteur chez Boulanger doit impérativement être engagé dans une action en faveur de la décarbonation, parce qu'à terme, nous voulons travailler avec 100% de transporteurs engagés. Et nous avons mis l'échéance en 2024. Donc, pour ceux avec qui nous avions un partenariat déjà de longue durée, donc souvent de 10 ans, voire plus, nous sommes en train de renouveler en fait les contrats ou, nous leur demandons en fait pour ceux, heureusement, ils représentent une infime partie, pour ceux qui n'auraient pas encore engagé d'action, de le faire sous le délai d'1 an. Et au bout d'1 an, nous ferons le bilan, voir ceux qui se sont engagés ou pas. Donc, c'est un levier important pour les donneurs d'ordre, cet appel d'offres où effectivement vous avez des critères de sélection. Juste pour le petit clin d'œil, vous aviez trouvé l'intrus dans la question quiz sur le XTL. On va regarder les réponses tout de suite. Oui, je pense que ça doit être les méduses. C'était les méduses, oui. Tout le reste, c'est bon, hein, en fait. Oui. Donc effectivement, ça peut être à partir de biomasse, de gaz, d'hydrogénation d'huile végétale, mais pas encore les méduses. Ça va peut-être venir, hein, je ne sais pas. Après, on fait plein de choses avec les méduses. Pour l'éco-conduite, sur les gains pour l'éco-conduite, donc vous avez parlé de 1 à 2 litres au 100 par chauffeur. Donc ça, les chiffres ADEME, on va voir la réponse sur l'éco-conduite si elle s'affiche. Voilà, c'est jusqu'à effectivement 15% de gains sur l'éco-conduite. C'est effectivement la bonne réponse. Merci Claude Finet. Je reviendrai vers vous dans un instant. Bruno Glockner, alors vous êtes donc directeur général France de XPO Logistique. Vous travaillez donc avec Boulanger, je l'ai déjà dit, sur l'un des entrepôts. Vous êtes engagé depuis 2008 dans le dispositif Objectif CO2. Vous avez innové, investi
dans le gaz, dans l'électrique. On a vu que c'était un levier important, mais aussi, j'ai pu le voir sur le fluvial avec Franprix. Alors, je ne sais pas si les gros conteneurs d'hier, c'était pour Franprix, c'était... Ah ok, super. Oui. Et vous avez donc déjà amélioré de 26% vos émissions de gaz à effet de serre entre 2019 et 2021. Alors j'imagine que chaque pourcentage, chaque gain supplémentaire est de plus en plus compliqué à atteindre. Alors oui, effectivement. Donc pour revenir sur le report modal et fluvial, c'est pour transporter les caisses mobiles de Franprix et nous livrons tous les magasins Franprix dans Paris avec cette idée originale par le fluvial. Et puis, à l'arrivée du quai de la Bourdonnais, nous livrons avec des camions de gaz. Donc, voilà un des exemples sur lesquels, effectivement, chaque pourcentage compte. Nous avons effectivement réduit nos émissions de l'ordre de 26% sur la dernière triennale. C'est 10 à 30 fois mieux que nos concurrents dans le transport. Nous souhaitons vraiment jouer ce rôle de leader et avoir cette exemplarité sur le marché. Avec le groupe, notre groupe nous a fixé un cap à 25% de réduction de nos émissions d'ici 2030. En France, et on va en reparler, je pense, nous souhaitons accélérer ça. Et nous nous fixons cet objectif à 2025, donc nous le rapprochons. Et pour ça, effectivement, il faut se donner les moyens. Avec une équipe dirigeante qui a vraiment la conviction forte de réduire les émissions. Et puis, on a bâti d'ailleurs une offre commerciale basée sur ces réductions des émissions pour accompagner nos clients. Donc voilà, en synthèse, comment on va aller gagner chaque gramme de CO2. Alors, en complément de ce qu'a indiqué Claude Finet, quelles actions emblématiques vous avez mis en œuvre là, pour vraiment accélérer cette décarbonation ? Alors, beaucoup d'actions. Notamment une des actions phares que nous venons de prendre, c'est le passage à l'électrique, puisqu'on nous avons opéré une grosse commande de véhicules électriques avec un engagement sur une centaine de véhicules électriques, avec 65 véhicules en commande ferme et 35 en commande ouverte. Et cette commande ouverte dépendra évidemment de l'adoption de nos clients. Mais c'est pour livrer l'hyperurbain. Nous avons également le gaz, malgré les conditions très difficiles d'exploitation du gaz en 2022. Nous n'avons jamais arrêté d'exploiter le gaz et nos camions ont continué à tourner, même si on a doublé notre facture de gaz. Et nous continuons à investir dans le gaz, donc beaucoup d'investissements, investissement dans l'électrique, investissement dans le gaz. Nous avons également, nous croyons beaucoup vous avez parlé du XTL, mais le HVO, pour nous, c'est vraiment un carburant très important pour décarboner les flux de nos clients. Sans oublier le report modal, le multimodal, on en a parlé. Ce sont des projets très très lourds. En l'occurrence, ce projet-là, avec Franprix, il a mis plus d'1 an, même 2 ans, pour voir le jour. Et là, on est sur des projets très très complexes en termes de report modal qui peuvent durer jusqu'à plus de 3 ans. Donc voilà, très engagé sur ces sujets-là. Il faut avoir à l'esprit aussi que c'est une rupture pour nos équipes. Et on parlera de formation tout à l'heure, mais oui. Il y a un accompagnement qui est important. Peut-être qu'on peut remettre à l'écran les 5 leviers dont Aurélien Bigot a parlé tout à l'heure, parce que finalement, ces 5 leviers, ça représente quand même, ça synthétise les actions que vous mettez en œuvre quasiment sur tous les points. Alors, un autre exemple aussi, dans notre nouvel engagement triennal, dans la charte objectif CO2, nous avons intégré une nouvelle action qui est d'intégrer finalement de l'économie circulaire dans le transport. Nous avons déjà engagé cette action-là. Nous prévoyons de prolonger la durée de vie de nos camions. Nous savons que les ressources ne sont pas extensibles dans la planète. Et donc ça, c'est complètement nouveau. On avait un modèle de buyback, c'est-à-dire de rotation de flotte à 3 ans. On a complètement changé ce modèle-là. Et là, sur l'année 2022, nous avons remis en état presque 300 véhicules. Et nous avons pour objectif d'en remettre en état à nouveau 150. Donc ça, c'est des économies de CO2 à la production, à la construction des véhicules, des économies d'énergie comme l'électricité, des économies d'acier. Donc voilà, prolongation de la durée de vie. Prolonger la durée de vie des camions et les Absolument. remettre au goût du jour avec des carburants
C'est l'économie Neutre en circulaire. carbone, c'est l'économie circulaire. Merci beaucoup. Alors, changeons d'univers. On va aller vers le transport, non plus de marchandises, mais de voyageurs cette fois-ci, avec François Herviot. Vous êtes président directeur général de l'Inevia, l'entreprise créée par vos grands-parents en 1934. Aujourd'hui, l'entreprise compte 215 collaborateurs, 200 véhicules, des bus urbains sur l'agglomération de Rennes, des bus de tourisme, des lignes scolaires. Et vous êtes engagé dans EcoCO2 depuis longtemps. Qu'avez-vous mis en place? Alors voilà, on a beaucoup parlé d'actions, mais alors adapté à vos transports, à vous, quelles sont ces actions? Alors oui, c'est vrai qu'on est dans notre 3e cycle, puisqu'on est adossé au label cette année. Oui, alors on a beaucoup travaillé sur l'organisation. Première étape. L'organisation des tournées. L'organisation des tournées, l'affectation des services. Okay. Donc, comme vous avez compris, on fait beaucoup de transport scolaire. Donc, les lignes sont un peu éparpillées autour du dépôt. Et parfois, les conducteurs ont le car à domicile. Donc, l'affectation des services, un gain de kilomètres le pied, je vais l'illustrer tout de suite. Éviter les kilomètres à vide. Voilà, éviter les kilomètres à vide. Deuxième chose, c'est agir sur les comportements, sur l'humain. On a vraiment un pôle formation qui est assez robuste et étoffé maintenant, où on fait justement de l'éco-conduite. Et ça aussi, on va en parler peut-être tout à l'heure. Et l'investissement dans l'outil, et là, ces dernières années, c'est une vraie révolution industrielle. Hein. On a beaucoup parlé de l'Euro 6, mais maintenant, on est sur des énergies, des motorisations, pour nous, en ce qui nous concerne, en tout cas, GNV. Et le choix des carburants, effectivement, biosourcés. Et là, ça a un impact fort, puisque en termes de perspective, l'année prochaine, on sera entre 20 et 30% des kilomètres qui sont, plus près des 30 d'ailleurs, en kilomètres décarbonés. Quoi. On a vu les leviers tout à l'heure, ça va encore monter en plus. Enfin, voilà, il va falloir aller jusqu'à 100%. Voilà, bon, vous avez encore un peu le temps. Mais... D'ici là, on continue à travailler sur les conduites et l'organisation. Et à titre d'exemple, dans notre premier cycle, on a travaillé sur l'optimisation des kilomètres au pied qui pouvait être avoir dans une entreprise qu'on a rachetée, en fait, une entreprise qu'on a récupérée. Et là, on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait un gros travail à faire sur l'organisation. Ça paraît anodin, comme ça, 3% des kilomètres à gagner, mais c'est 120 000 kilomètres d'économiser en une année, 3 fois le tour du monde. Donc tout de suite, là, on comprend, quoi. Et les conducteurs de l'entreprise rachetée, il a fallu faire de la pédagogie pour leur expliquer l'intérêt? Oui, oui, mais justement, quand on explique, quand on concrétise la chose sur l'illustration de ces 3 fois le tour du monde, là, ouais, les bases sont posées et tout le monde comprend bien. Ouais, c'est clair. Donc voilà. Donc la sensibilisation nécessaire, le digital va vous permettre peut-être d'aller encore plus loin aussi en mettant de l'intelligence artificielle ou en tout cas digitale dans l'optimisation. Ouais, l'humain reste quand même au cœur, je dirais, de notre management. Donc on observe beaucoup les hauts le pied par la géoloc en fait, géolocalisation. Et c'est là-dessus qu'on travaille. En début d'année, on pose les choses sur la table et on regarde et on observe là où on peut optimiser. Donc voilà, quoi. Et alors, vous m'aviez dit, alors je ne sais pas si on y reviendra tout à l'heure, mais que la pénurie de conducteurs, alors c'est valable pour tout le monde, j'imagine, mais voilà, ne facilite pas l'acculturation. Voilà, alors la pénurie de conducteurs fait qu'effectivement, on est freiné un petit peu dans l'efficience, où on pourrait se dire, là, on place quelqu'un en plein sur le haut le pied, justement pour être optimum entre le premier élève et la dernière école à desservir. C'est là que ça se passe aussi. Parfois, le conducteur qui a cette compétence, il sera un peu éloigné sur le pied, et peut-être un peu frustré dans l'organisation, mais en tout cas, l'année d'après, on peut réoptimiser, quoi. Alors, je sais que vous êtes très engagé à titre personnel et que vous dites que ceux qui prennent le prétexte de ne pas avancer ou de ne rien faire en attendant l'hydrogène, c'est un faux prétexte. On y va maintenant. Il est urgent d'agir. Je pense qu'il faut être conscient de ça, quoi. Effectivement, il ne faut surtout pas attendre. On n'attend surtout pas et on prend tout ce qu'il y a, en tout cas tous les leviers possibles disponibles. Exactement. Ok. On reviendra si vous avez d'autres compléments tout à l'heure. Aurélie, Alexis, alors on reste dans un autre univers cette fois-ci. Après le transport de marchandises, de voyageurs, là, on va transporter nos meubles et tout ce qu'il y a chez nous, puisque vous êtes gérante de l'entreprise Alexis Déménagement, créée par votre père en 1994. Vous avez été franchisée en 2000 par les déménageurs bretons pour l'Ain et le Nord-Isère. On va voir que c'est important d'être dans une franchise pour justement optimiser les transports à l'échelle de la France. L'entreprise, elle est située à Morestel dans l'Isère, 10 salariés, 2 camions de 19 tonnes remorquants et 4 véhicules utilitaires. Alors vous, quelles actions avez-vous mises en œuvre dans le cadre du dispositif ? Alors notre entreprise est engagée depuis 2019 dans cette démarche.
Quand j'ai présenté mes actions au comité régional, on était moins de 5 déménageurs sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est déjà un vrai challenge pour moi. En termes d'action, on a commencé à analyser et maîtriser nos consommations de carburant, acheter aussi des véhicules Euro 6. On a également mis en place des outils pour le suivi de nos pneumatiques. Donc on vérifie régulièrement la pression de nos pneus. Et on a un contrat avec notre fournisseur pour le recreusage et la géométrie. On s'est également engagé dans une démarche de transport combiné rail-route pour développer ce type de transport, puisque, comme vous l'avez dit, on est des ménageurs bretons. Et grâce à ce réseau, on a 850 caisses mobiles de disponibles sur la France. Et du coup, on a nos véhicules qui sont adaptés et carrossés pour pouvoir transporter ces caisses mobiles qui vont également sur le train. On a également mis en place un système de géolocalisation sur nos véhicules pour maîtriser nos voyages et limiter les kilomètres à vide. Et on a également formé nos conducteurs à l'éco-conduite. Voilà, on peut dire que toutes ces actions nous ont permis de réduire nos émissions de CO2 à peu près de 15%. Avec un regret, ne pas pouvoir aller plus loin sur le rail, sur le fluvial, c'est ça ? Oui, un gros regret. J'ai regardé les chiffres un petit peu et en 2008, le réseau des déménageurs bretons arrivait à faire 20% des déménagements par le combiné rail-route. C'était 11 000 tonnes de CO2, de réduction de CO2. Donc c'est vrai que on est vraiment tous implantés pour pouvoir le faire. Et c'est un vrai regret de ne pas l'utiliser à 100%. Donc du coup, on fait des relais routiers pour pouvoir échanger ces conteneurs et quand même limiter les retours à vide. Voilà, donc ça c'est l'idée, l'intérêt d'être dans une franchise, d'être franchisé. Vous allez à mi-parcours, vous essayez de remplir au maximum les camions. C'est aussi le cas d'Expo Logistique aussi, de diminuer les volumes à vide. Voilà, donc ça c'est des leviers, mais vous aimeriez aller encore un peu plus loin. Et ça, c'est un manque d'infrastructure et de disponibilité du rail, du fluvial pour vous ? Je ne sais pas, je déplore la fermeture de beaucoup de terminaux ferroviaires. Après, le fond du problème, je ne l'ai pas. Bon, en tout cas, c'est une question ouverte. Merci beaucoup. Voilà pour cette première partie. Je vous propose de faire un zoom sur l'importance de la formation. Alors, vous en avez déjà un peu parlé, à vous tous d'ailleurs. Céline Luc, vous êtes directrice gestion des talents et formations pour le transporteur STEF. 21 000 collaborateurs en Europe. Le groupe a plus de une centaine d'années d'existence dans le transport et la logistique agroalimentaire. Donc, peut-être avant d'évoquer ce que vous avez mis en place sur la formation, quelques mots sur votre engagement, vous aussi, en rebond de tout ce qui a été dit à l'intérieur du programme EVE. Oui, donc oui, Steph est engagé de longue date dans le programme EVE, avec pour commencer la charte et puis ensuite objectif CO2. Donc nous avions lancé pas mal d'actions et nous avons accéléré cette démarche en 2021 avec le lancement d'une démarche Moving Green, où on a mobilisé un peu les collaborateurs même sur le nom du programme. Ce programme a... C'est Moving Green, c'est ça le Moving programme. Green, tout à fait. Ouais, avec 4 objectifs principaux. Le premier est d'agir sur notre impact mobilité, avec notamment la réduction de 30% de notre émission de gaz à effet de serre sur nos camions en propre. Le deuxième objectif est d'agir, puisque nous faisons de l'agroalimentaire, donc du froid, de la température dirigée, donc c'est d'agir aussi sur la partie consommation électrique, et avec un objectif à 2025 de 100% d'énergie bas carbone en consommation. Donc il passera par différentes dès 2025. Oui, dès 2025. Et puis, 2 autres actions qui sont en cours, notamment l'une qui est de ne pas se concentrer que sur STEF, mais aussi d'embarquer l'ensemble des sous-traitants avec lesquels nous travaillons dans la démarche. Donc là, pour cela, nous avons structuré une équipe pour travailler avec nos sous-traitants. Et puis, d'aller encore plus largement avec l'ensemble de nos 21 000 collaborateurs pour des sensibilisations et des actions au quotidien. Voilà. Quelques chiffres peut-être juste emblématiques de l'impact carbone de toutes ces actions. Alors, les actions préalables, déjà, sur les 10 dernières années, nous avions économisé à peu près 150 000 tonnes de CO2. Et puis, entre 2019 et 2021, avec les actions plus récentes, alors je n'ai pas les chiffres de 2022, mais sur 2021, sur notre premier objectif, nous sommes à déjà 13%
de diminution de gaz à effet, de production de gaz à effet de serre. Et un peu plus de 76% de notre énergie est issue de l'énergie verte, que ce soit par de la production en propre à l'aide de panneaux photovoltaïques sur nos entrepôts ou de contrats verts auprès de fournisseurs. Un point sur les formations. On rentre dans le vif du sujet. Alors, quelle formation vous avez déployée pour améliorer l'impact carbone et en quoi c'est important pour vous, aussi important? Alors, on va parler de l'éco-conduite, puisque du coup, c'est la formation emblématique. C'est la première porte d'entrée, on va dire. Voilà, c'est la première porte d'entrée. C'est une formation que nous déployons depuis longtemps, qui nous a permis d'avoir des bons effets. Maintenant, elle n'est pas suffisante. Alors, c'était une formation qu'on dispensait avec des cycles de recyclage. Et puis, pour aller plus loin, donc, nous sommes maintenant nous avons lancé une formation qui s'appelle les bonnes pratiques donc, du transport, qui du coup inclut à la fois l'éco-conduite, mais aussi tout ce qui va être l'utilisation des groupes foie de nos camions et la bonne gestion, puisque c'est aussi de la consommation de carburant. Donc, ça veut dire le bon remplissage. Donc séparer le froid, vous parliez du froid, c'est ça? Oui. Donc avoir des cabines, séparer peut-être aussi la cabine oui, c'est ça. Bon, ça c'est la base peut-être. Il y a ça déjà. Ouais. Et puis il y a aussi les bons réflexes de gestion. Alors c'est des réflexes au quotidien, mais au même titre que l'éco-conduite, c'est la bonne gestion de l'ouverture des portes, le bon remplissage. Bien optimiser la distribution du froid, le fait de brancher les groupes froids sur des prises électriques dès que c'est possible pour diminuer la partie consommation de carburant et tout ce qui va être optimisation des plans de transport. Voilà. Donc ça, c'est un point effectivement important. Le digital aussi avec OptiDrive, avec des outils qui sont importants aussi pour maîtriser. Donc là, il y a une formation sur ces outils. Tout à fait. Donc nous avons différents fournisseurs. Pour les camions, et nous avons choisi un outil qui nous permet d'avoir un même outil sur l'ensemble de notre parc, qu'on appelle en interne, la formation est OptiDrive. Et on a formé en fait l'ensemble de nos conducteurs à l'utilisation de cet outil, de bien comprendre finalement quelles sont les mesures, resensibiliser sur la partie développement durable au sens large. Et puis aussi, aller plus loin, c'est former aussi les managers, c'est-à-dire les managers des conducteurs sur le bon pilotage de ces mesures et puis toute la pédagogie qu'ils peuvent faire autour pour ne pas faire juste des formations de sensibilisation, mais au quotidien, repasser les bons messages. Il y a aussi des formations sur la partie électricité. Oui, alors ça, c'est parmi les plus anciennes avec éco-conduite, puisque nous étions lancés dans une démarche ISO 50001. Il y a de ça pas mal d'années et nous avions notamment fait un gros programme auprès de toutes nos équipes techniques et nous avons mis en place des référents énergie sur l'ensemble de nos sites et ça a eu un vrai impact sur la consommation notamment électrique, sur le pilotage avec des vraies réductions et la partie formation des équipes techniques, c'est toute la bonne maintenance, la bonne gestion des groupes froids aussi de nos entrepôts pour optimiser en tout cas cette distribution du froid et cette consommation. Et puis la sensibilisation de tous les collaborateurs, et ça on va y revenir avec vous aussi Patrice Aubenet, parce que c'est très important cette sensibilisation. Juste, est-ce que vous pouvez mesurer l'impact carbone de tout ce que vous avez mis en place en termes de formation? C'est difficile peut-être de... Alors oui, parce que c'est complètement multifactoriel. On a les mêmes démarches que les personnes qui se sont exprimées précédemment. Donc, en gros, ce qu'on estime, c'est que par rapport à notre objectif de 30% de réduction de gaz à effet de serre, on pense que 5% de ce résultat viendra de la sensibilisation et de l'optimisation des plans de transport. 25% viendra bien sûr des investissements aussi en matériel, avec notamment beaucoup d'investissements sur tout ce qui est transport biogaz et biodiesel. Merci beaucoup. Alors voilà un exemple pour rebondir. Patrice Aubenet, vous êtes directeur général de l'Opco Mobilité et ça monte en puissance, toute cette formation, cette sensibilisation avec vous. L'Opco Mobilité a été créée en 2019. Vous êtes chargé de mettre en place la formation dans le secteur de la mobilité au sens large, à l'exception du transport aérien.
Voilà, c'est ça la seule chose qui vous échappe. Mais sinon, tout le reste, voilà, vous allez accélérer, grâce aux formations et à la sensibilisation, cette transition écologique des transports. Alors, de quelle façon, où vous en êtes déjà aujourd'hui dans ce que vous avez mis en place ? Alors, où nous en sommes, donc c'est vrai que nous sommes jeunes, 2019. On a une chance, c'est de faire converger la totalité des mobilités. On dit de manière assez anecdotique, hors transport, mais c'est vrai qu'on va du vélo au cargo en passant par le TGV. Donc on arrive à mettre autour de la table des personnes qui initialement étaient séparées, on arrive à les faire travailler ensemble. Et quand on voit par exemple ce qui se passe autour du cyclo-logistique, ou quand on voit que des entreprises de transport et de logistique font du fluvial, font du routier, etc., je trouve qu'on est bien dans le cadre. Donc nous, notre objectif, c'est de faire travailler tous ces gens-là ensemble, parce qu'on a... Alors déjà, on a une obligation législative, c'est-à-dire que la loi nous donne pour mission d'accompagner les entreprises dans la transition énergétique. C'est issu de la loi climat qui faisait suite à la Convention citoyenne. Donc pour nous, c'est une obligation législative. Je dirais que c'est une obligation morale et citoyenne. Ça a été dit par M. Herviot. Quand on voit l'état du monde aujourd'hui et qu'on a la chance de pouvoir agir là-dessus avec les entreprises, on a l'obligation de le faire. Et la sensibilisation, on l'a commencé par nous-mêmes. On a lancé un projet zéro carbone en interne sur nos équipes. Et c'est un vrai élément fédérateur des équipes. Et je disais tout à l'heure à Isabelle Mainbourg, qui est la directrice générale adjointe, peut-être qu'on peut adhérer au programme EVE si on nous en offre l'opportunité. Donc la sensibilisation, elle est majeure. Et elle est le plus large possible. C'est-à-dire qu'on doit sensibiliser la totalité des salariés, la totalité des chefs d'entreprise à cet enjeu de la transition énergétique. Je crois utile de rappeler un élément. Nous, dans la mesure où on couvre la totalité des moyens, aujourd'hui, c'est un enjeu majeur. Par contre, la réalité, elle reste thermique. L'avenir, il sera bas carbone, il sera décarboné. La réalité des moyens de mobilité, elle est toujours thermique. Donc, on doit expliquer à des gens qu'aujourd'hui, effectivement, 98% du parc de véhicules particuliers, ce sont des véhicules thermiques. L'électrique, in fine, ne représente que 2% du parc roulant. Par contre, ça a été bien montré tout à l'heure, quand on voit la courbe de décroissance qui est attendue d'ici 2050, le champ des tâches à réaliser est colossal. C'est-à-dire véritablement, donc la sensibilisation, c'est véritablement la première étape pour dire que dans une entreprise, et je crois que ça a été dit, tout le monde est concerné. C'est pas juste le mécanicien, c'est pas juste le conducteur, c'est pas juste l'opérateur. Tout le monde doit être concerné dans l'entreprise par l'enjeu de la transition. Et donc déjà, là, vous avez formé combien de personnes et comment vous allez accélérer dans les mois à venir ? Alors, nous, on forme chaque année, on couvre à peu près 1 600 000 salariés, on assure chaque année la formation de 500 000 personnes. Voilà. Alors, pas toutes dans la transition énergétique, mais beaucoup dans le domaine aujourd'hui de tout ce qui a trait à l'électrique. Voilà, c'est un enjeu important. Toutes les formations à l'éco-conduite, c'est aussi un enjeu important. Toute la maintenance, avec notamment la problématique qu'il faut gérer une double compétence, la maintenance thermique et la maintenance des nouveaux carburants ou des nouvelles motorisations. Donc on a une double compétence, donc double investissement pour les entreprises aussi qu'on doit gérer. Donc voilà, aujourd'hui, on est en train de concevoir un plan véritablement de transition énergétique. Ça monte véritablement de manière très importante. La demande des entreprises, elle est là. Il ne faut pas oublier un autre public qui sont les jeunes. Nous formons et nous finançons beaucoup de formations pour les jeunes, à peu près 100 000 contrats d'alternance par an. C'est eux les salariés de demain. Et les jeunes, ils sont extrêmement sensibles à cette question de la transition énergétique. On est souvent sur des métiers passion, mais ces métiers passion, il faut les concilier aussi avec cet enjeu environnemental. Et ça leur parle quand on fait les forums, quand on fait des salons, quand on fait des manifestations. C'est vraiment ce qui parle aux jeunes. Donc la sensibilisation des salariés de demain, elle est aussi importante que la sensibilisation des salariés d'aujourd'hui. Et c'est aussi un phénomène d'attractivité pour le secteur. Le fait d'être à la fois digital, zéro carbone, d'avoir cet engagement, ça va permettre peut-être aussi de faire venir des jeunes dans vos entreprises. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres points à souligner à ce stade ? Ce que l'on fait aujourd'hui, non. On a une troisième action, je dirais que c'est la prospective. Voilà, on essaie d'anticiper, on a la chance aussi de pouvoir le faire, de dire voilà, on sensibilise, on forme et on essaie de réfléchir à ce qui se passera demain parce que les dispositifs de formation, il y a un temps long pour les adapter et le temps des dispositifs de formation est souvent plus long que les temps des dispositifs de l'emploi. Merci. Alors, dans quelques instants, nous allons avoir un échange avec vous, à la fois dans la salle et à distance. Vous êtes plus de 300 personnes connectées à distance, donc je vous invite à poser vos questions. On aura un petit quart d'heure, 20 minutes pour les échanges, donc posez vos questions et on essaiera de se faire l'écho de quelques-unes d'entre elles. Peut-être rapidement, François Herviot, un rebond sur ce qui a été dit sur la formation. Oui.
Merci. Je pense que déjà au préalable, il faut bien dire une chose, c'est qu'il ne faut pas douter de l'intérêt que peuvent avoir les salariés dans l'entreprise pour l'environnement. Hein, et ils sont tout à fait ouverts à la sensibilisation du sujet. On passe beaucoup de temps avec eux sur la formation, leur donner les clés de compréhension pour certains, parce que voilà. Donc nous, on a à l'accueil des conducteurs, des nouveaux conducteurs, dès leur intégration, la première semaine, ils sont accompagnés par des tuteurs qui travaillent avec eux. Ils font un accompagnement en éco-conduite, hein, dès leur intégration et après tous les 18 mois. Et cette formation... L'idée, c'est de maintenir dans la durée, parce que parfois, on peut s'apercevoir qu'il y a une formation éco-conduite, puis après, ça va durer un temps. On peut reprendre des défauts, parce qu'on a des croyances, hein, je dirais, dans notre façon de conduire. Et c'est là tout l'intérêt, justement, de cette formation-là, parce que le conducteur va partir un peu avec sa méthode à lui, qui s'est peut-être un petit peu déformée, voilà, mais depuis la dernière formation, donc d'où l'intérêt de la formation continue. Donc, il va faire sa formation, et là, il y a un débrief avec le formateur, Stéphane, chez nous, qui dit, bah voilà, là, tu continues de faire ça, là, essaye d'agir sur ce point-là, tu vas voir, voilà, il y a un petit débrief, quoi. Hein. Et dans la demi-heure qui suit, ils repartent. Et là, en agissant directement en fonction des conseils qui ont été donnés par Stéphane, le formateur. Et ce qui est contre toute attente, donc on peut gagner entre 1 litre pour les plus expérimentés à 3 litres pour les nouveaux, immédiatement. Et contre toute attente, on observe un gain de temps de aller sur un trajet d'une heure, on peut observer 1, 2, 3 minutes. Alors que eux disaient, mais non, mais si je fais de les premiers surpris, quoi, en fait, de l'efficacité de l'éco-conduite. Donc voilà. Et un point aussi important que je souhaite souligner, parce qu'on parle de programme objectif CO2, donc aujourd'hui on fait de l'éco-conduite pour réduire notre quantité de CO2. Demain, on devra peut-être appeler ça objectif sobriété, c'est-à-dire que demain, encore plus qu'aujourd'hui, il sera important de continuer l'éco-conduite pour préserver cette bioressource, en fait, parce qu'elle sera... De toute façon, c'est pas parce qu'elle sera biosource, qu'elle sera forcément en quantité illimitée. Donc voilà. De toute façon, il faudra la préserver aussi. Voilà. Merci beaucoup. Bruno Clockner et puis après Saline Leluc. Oui, un point sur la formation. Pour remettre un peu de contexte, il y a encore... alors, je suis arrivé dans le transport depuis 2 ans et demi. Il y a 2 ans et demi, on parlait encore pas de toutes ces énergies. Chez XPO, on a très vite compris qu'il fallait être un fournisseur multi-énergie, un fournisseur de solutions. Le métier du transport, c'est déjà assez complexe, surtout quand on est généraliste. Et à cette complexité, c'est ajouter toutes les énergies qui arrivent sur le marché aujourd'hui. Donc pour nous, il était évident qu'il fallait passer la première étape, et la première étape, c'est la formation. Donc on a créé un module en e-learning sur toutes les énergies, et ça pour nous, c'était vraiment essentiel. Et comme vous venez de le rappeler, c'est important aussi de former toutes les équipes, et alors les commerciaux, mais aussi toutes les équipes d'exploitation, toutes les équipes de maintenance. Là, on a vu qu'on prolongeait la durée de vie de nos camions. Donc en termes de maintenance, ça veut dire qu'on passe de la petite réparation à la réparation lourde et au changement de pièces maîtresses dans le camion. L'électrique qui va demander aussi des compétences particulières, de la formation aussi de nos conducteurs. Chez nous, c'est historique. On a un plan qui s'appelle le plan de bonne conduite. Et donc, il faut accompagner les conducteurs en permanence sur les nouveaux matériels et toutes ces nouvelles énergies. On a parlé de sobriété, juste pour un clin d'œil. On vient de lancer notre plan sobriété et on ne voulait pas que ce plan-là soit un plan imposé. On voulait qu'il soit vraiment adopté par les équipes. Et donc, on a pris une initiative de mettre en place notre plan sobriété. Et on l'a lancé avec une application qui s'appelle WeLive. Et donc, la formation et la sensibilisation des équipes, il faut vraiment emporter tout le monde, embarquer nos équipes, embarquer nos clients. L'adoption, c'est le mot-clé. Adopter les nouvelles énergies, tout ce que l'on met en œuvre. Et ce plan sobriété que nous avons lancé a été parfaitement adopté par les équipes parce qu'il a été de manière ludique. Donc ça, c'était un point important. Et comme vous le dites, c'est important pour l'attractivité du métier, l'image du transport. Céline Luc, et ensuite, vous vouliez rajouter un point, peut-être les formations que vous souhaitez développer. Notamment, ce qui a été déjà dit, c'est sur la sensibilisation. Je pense que c'est pas parce qu'on n'est pas directement dans un camion ou dans un entrepôt qu'on n'est pas sensible et qu'on ne doit pas être embarqué.
C'est vrai que chez Steph, on a aussi lancé des programmes de sensibilisation de l'ensemble des collaborateurs. Alors, principalement, on a commencé par les dirigeants et tous les codires. Oui, pour infuser après dans toute l'entreprise. Une formation d'une journée sur le climat en général, le dérèglement, et de mieux comprendre aussi, parce que pour agir à tous les niveaux, il faut mieux comprendre. Et puis le digital dont parlait monsieur précédemment, avec la Climate School, qui est une formation aussi digitale à destination de l'ensemble des collaborateurs, pour à la fois comprendre et agir. Et on parlait des jeunes et notamment de l'attractivité du secteur, c'est des choses qui marquent énormément. Voilà, on a beaucoup de retours des collaborateurs qui ont suivi, qui travaillent dans des bureaux, qui ne sont pas directement concernés, mais qui se sentent concernés à titre personnel et qui du coup sont vraiment hyper contents des actions et de ces sensibilisations. Merci beaucoup. Claude Finet, vous êtes toujours avec nous, j'imagine. Peut-être avant de prendre quelques questions, un point sur une difficulté ou peut-être un partage d'expérience que vous vouliez évoquer sur la plateforme, notamment. Oui, alors c'est vrai, on a la chance d'avoir une plateforme d'échange de données qui est en constante évolution. Et moi, de mon côté, je constate une certaine réticence de certaines entreprises à l'utiliser. Alors, c'est vrai que beaucoup s'y inscrivent, mais remplissent qu'un minimum de données, ce qui est nettement insuffisant pour nous pouvoir remplir les matrices FRED 21. Donc, c'est pour ça que nous devons effectuer un gros travail de fond avec les quelques transporteurs qui n'ont pas encore intégré l'urgence de communiquer de la donnée fiable et surtout de manière régulière. D'autant que, je dirais, l'étape prochaine, là actuellement ils remplissent, je dirais, leur bilan annuel, mais l'étape prochaine, ça va pouvoir échanger au moins le mois, et ce qui va de notre côté nous éviter les échanges de mails, les relances téléphoniques pour avoir ce style de données. Et parallèlement à ça, nous avons aussi développé avec EcoCO2 la mise en place d'un webinaire pour justement sensibiliser ces différentes entreprises sur l'utilisation, je dirais, régulière de la plateforme. Parce que, je vais dire, le gros avantage, c'est qu'elle va devenir pratiquement interactive, c'est-à-dire que vous remplissez de votre côté, ça va automatiquement se remplir sur la plateforme, et les échanges entre les transporteurs et les différents chargeurs vont être facilités. Donc voilà, il y a de la sensibilisation sur ce point. Tant que vous avez la parole, juste pour un dernier tour de table avant d'élargir le débat sur les perspectives, l'accélération, peut-être un ou deux sujets sur lesquels vous pouvez vraiment porter vos efforts pour augmenter encore cette diminution, accroître la diminution des carbones sur vos transports. Disons que de notre côté boulanger, ça va être d'accentuer nos efforts sur le remplissage des camions, puisqu'ils pourraient être chargés davantage, notamment en termes de palettes. Donc ça suppose une réorganisation des chemins d'approvisionnement et de préparation au niveau des entrepôts. Et là, je dirais, la mise en place d'un nouveau TMS en cours de cette année va grandement nous y aider, puisque d'après nos calculs, la manière de pouvoir rehausser la hauteur des palettes va nous faire économiser au minimum à peu près 1200 camions. Après, sur le transport maritime, depuis 1 an et demi, nous travaillons avec CMA-CGM qui utilise du GNL sur ses porte-conteneurs. Alors malheureusement, ce n'est pas encore intégré dans les matrices FRED 21, puisqu'il y a encore une discussion sur la méthode de calcul de la compagnie maritime sur le pourcentage de calcul de réduction. Mais moi, je l'intègre dans mon calcul pour bien faire voir qu'on avance sur le sujet, puisque quand même, en moyenne, ça nous permet d'économiser 300 tonnes de CO2 à l'année. Et enfin, le troisième niveau, c'est qu'on essaie de développer le report modal sur les différents entrepôts, notamment sur le rail route qui, en 2021, nous a fait économiser 1700 tonnes de CO2, et aussi sur le fluvial. Alors le fluvial, ça va être un peu plus long, puisque malheureusement, d'après les Voies navigables de France, il va falloir une dizaine d'années pour que les barges et les péniches se transforment au niveau de leur mode de propulsion.
Merci pour ces pistes d'action. Aurélie, Alexis, vous voulez rajouter un point sur une accélération, une action que vous voulez mettre en place dans les mois à venir? Puisque bon, on a compris que le fluvial, il y avait 10 ans là, avant que, avant que ça monte en puissance. Au niveau du ferroviaire, vous voulez Une action voilà, que vous avez envie d'accélérer. Alors, on essaye de trouver des actions, effectivement, pour améliorer et s'engager toujours plus dans notre démarche. On essaye actuellement de faire une étude sur les additifs pour mettre dans les carburants. Voilà. Par rapport à mon métier, c'est un petit peu quand même difficile de trouver d'autres actions à ce stade pour encore accélérer. François Herviot, de votre côté, des innovations en rupture, des actions à développer? Nous, on ne s'interdit rien, on regarde un petit peu tout ce qui se fait, je dirais, en termes d'énergie. Nous, on est parti sur le bio-GNV voilà, parce que c'était local, l'outil répondait tout de suite. Mais demain, ça peut être l'hydrogène. Enfin, vraiment, on est très en observation par rapport à ça aussi. Vous ne vous interdisez rien voilà. à venir. Bruno Glockner, sur des pistes d'accélération. La première piste d'accélération, c'est le digital. Le groupe investit énormément dans le digital et on vient de changer aussi le TMS, avec un TMS qui a fait ses preuves aux États-Unis, avec une de nos filiales qui s'appelle Ericsson, qui a beaucoup de succès aux États-Unis. Et puis la deuxième, en termes d'accélération, c'est, je pense surtout à tous les transporteurs en France, c'est le fait de pouvoir accéder à des camions, à des camions plus bas carbone comme le camion électrique, qui coûte quand même 3,5 fois plus cher qu'un camion normal. Donc, si on veut pouvoir accélérer la décarbonation, il faut penser aussi à tout cet écosystème dont nous dépendons également. Merci beaucoup. Des questions nombreuses sur la plateforme et une première interrogation. Charlotte, on demande votre nom. Alors évidemment, je me lance. Psebilski. Bon, ok, je ne ferai pas mieux. C'était assez compliqué. C'est pour ça qu'on a beaucoup appelé Charlotte. De la BPI, on nous demande surtout comment on candidate. Est-ce qu'on va sur le site de la BPI? Comment est-ce qu'on trouve les informations pour candidater? Alors, attendez. Voilà, comme ça va répondre à une première question. Et Aurélien Bigot, venez nous rejoindre à la tribune s'il y a aussi des questions pour vous. Merci beaucoup pour votre intérêt. Donc, il y a un site dédié justement sur le site de la BPI où vous pouvez candidater, où vous retrouvez toutes les informations sur l'accélérateur transport routier. Merci beaucoup pour cette première question. Alors, il y a des questions sur les carburants utilisés par Bruno Glockner, aussi également Claude Finet. On a parlé de bio-GNV. Vous utilisez quel type de carburant? Est-ce que vous pouvez repréciser? Bruno Glockner ou... Alors, au niveau des carburants, on utilise le GNL, nous utilisons le HVO, nous utilisons évidemment le diesel encore, et puis l'électrique avec le nouveau venu. Nous avons aussi du biogaz. Ok. Claude Finet, est-ce que vous voulez refaire un point sur les carburants que vous utilisez? Alors nous, essentiellement, 3 types de carburants. Pour certains transporteurs, encore un peu de GNV, mais maintenant, c'est essentiellement du B100 ou du XTL. Et, pardon, j'ai oublié le HVO, je crois. Le HVO. Oui. Alors HVO, c'est la même chose que selon le XTL, vous en avez parlé tout à l'heure. HVO, XTL, c'est pareil. Voilà. Ok, c'est la marque qui diffère. C'est une marque. Oui, bon. Non, pas du tout. C'est pas des marques, c'est des commercialisé sous le nom. Commercialisé. Très bien, merci. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? Aurélien Bigot a indiqué un enjeu de baisse de la consommation pétrole qui arrive à 0 en 2050 en application de la stratégie bas carbone, mais j'avais compris que le défi est d'arriver à la neutralité, ce qui permet des mesures compensatoires. Qu'en est-il? Alors oui, le micro vert, si vous voulez passer. Oui, alors l'objectif de neutralité carbone, c'est sur l'ensemble des secteurs et il y a des secteurs qui sont plus ou moins faciles à décarboner. En l'occurrence, dans le secteur agricole, ce sera beaucoup plus difficile d'atteindre des baisses d'émissions plus importantes. Dans l'industrie aussi, il y a certains process industriels qui sont difficiles à décarboner. Donc il y a un restant d'émissions dans certains secteurs, notamment le secteur agricole, aussi l'industrie, qui va être difficile de ramener à zéro, voire impossible. D'où le fait qu'il y a besoin
besoin de compenser par ailleurs par des émissions négatives. Donc les émissions négatives, c'est quand on capte du CO2, notamment par la croissance de la végétation, donc avec des forêts en croissance, par des pratiques agroécologiques plus importantes, ou bien via des techniques de captage et stockage technologique du carbone, qui sont à ce jour assez peu développées. Et du coup, la stratégie nationale bas carbone, globalement, elle prévoit que sur l'ensemble des secteurs, on doit diviser par 5 à 6, en gros, par rapport à aujourd'hui, les émissions, et que ce restant d'émissions soit compensé donc, par les émissions négatives dont je parlais. Et dans cette division par 5 à 6, il y a des secteurs qui ont plus d'efforts à faire, dans le sens où c'est entre guillemets plus facile d'atteindre des baisses d'émissions plus importantes. Donc c'est le cas pour les émissions directes des transports. Donc quand on compte les émissions directes, ce sont vraiment les émissions à la combustion des carburants, vraiment à l'usage des transports. Et donc pour ces émissions-là, en tout cas, il faut sortir du pétrole complètement pour les transports terrestres. Alors, est-ce que vous avez affiché des courbes tout à l'heure? Est-ce que ce sont des scénarios français ou européens? Pour les courbes que j'ai montrées, c'était sur la France. Ok, merci beaucoup. Alors, vous avez parlé d'un logiciel. Je ne sais plus qui a évoqué un logiciel cité pour le plan de sobriété. Qui est-ce qui a évoqué ça? C'est peut-être vous. On demande les références du logiciel. Oui. En fait, c'est une application qui s'appelle WeLive, okay. Sur laquelle vous pouvez charger énormément de sujets. Et on avait eu du succès avec Octobre Rose. Et donc, on a pris cette initiative de lancer notre plan sobriété avec cette application. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? J'ai partagé quand même. Oula, il y a plein de questions. Alors, on va vous passer la parole, vous présenter. Oui, bonjour, Edouard Marin, Altens. Je voudrais juste apporter une précision et une information. La précision, c'est en ce qui concerne XTL, HVO, HVO 100. C'est vrai que de temps en temps, on s'y mêle un peu les pinceaux. Donc, je précise bien qu'en France, c'est du XTL fabriqué avec un process HVO à partir d'huile alimentaire usagée. Oh, merci. À la base, gaz à effet de serre de l'ADEME, on parle de HVO. Et je pense qu'on va parler de plus en plus de HVO. Pourquoi est-ce qu'avant, on parlait de XTL et pas de HVO? C'est parce qu'il y a une bioraffinerie dans le sud de la France, je ne vais pas citer la marque, qui fabriquait du HVO, du XTL avec de l'huile de palme, alors que c'est interdit depuis 2020. Voilà. Ça, c'était pour la précision. Merci beaucoup. Pour l'information, je suis un peu surpris, c'est un mot qui n'a pas été encore prononcé. Or, depuis le 1er janvier de cette année, c'est la mise en vigueur du scope 3 des accords de Paris. Et pour moi, je considère que c'est très important. Donc, juste un rappel, le scope 3, c'est quoi? C'est l'obligation pour les entreprises de plus de 500 salariés ou 100 millions d'euros d'actifs ou de chiffre d'affaires pour mettre un plan d'action pour réduire les émissions CO2 sur l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est-à-dire pas seulement dans l'entreprise, mais aussi en amont et en aval, et ça concerne beaucoup les transporteurs. Juste un chiffre, pour beaucoup de grands groupes qui veulent réduire de 40% leurs émissions CO2 d'ici 2030 par rapport à 2019, ça veut dire grosso modo qu'il faut baisser de 4% tous les ans. Et sachant aussi que pour la plupart, 90% des émissions d'entreprise, c'est justement en dehors de l'entreprise. Voilà, je pense que ça va avoir un effet locomotive, accélérateur énorme pour le monde du transport de marchandises au sens large. Merci. Juste des questions sur où est-ce qu'on peut trouver la thèse, est-ce qu'elle est consultable, est-ce qu'on pourra avoir les supports d'Aurélien Bigot pour pouvoir sensibiliser à notre tour nos équipes. Donc juste levons le suspense. Oui, c'est public, je pourrais me donner la présentation si je ne sais pas à quel endroit ça peut être mis, mais en tout cas... On va voir ça, en tout cas sur le replay. Tout est public et sur la page de la chaire Énergie et Prospérité, il y a ma thèse aussi qui est disponible. D'accord. S'il y a une réponse, vous pouvez aussi, les organisateurs, le poster dans le chat. Peut-être que c'est visible par tout le monde. Là où on trouve les diaporamas de la matinée. En tout cas, le replay sera disponible sur la chaîne YouTube. Voilà. Alors, votre question. Bonjour. Florence Mazot, Société BP2R. En tant que chargeur ou prestataire, est-ce qu'il y a des réglementations que vous souhaiteriez voir évoluer qui pourraient accélérer votre engagement et puis... la décarbonation de vos flux? Alors, je vais peut-être un chargeur. Bon, écoutez, je vais parler au nom plutôt
plutôt du transport. Au niveau de la réglementation, je pense que, enfin pour moi, pour le transport, ce qui est important, c'est de pouvoir opérer la transition entre la réduction du diesel, et tout à l'heure j'ai expliqué les multi-énergies. Aujourd'hui, il faut avoir conscience que dans le transport, on était mono-énergie, on ne se souciait pas trop de cette énergie-là. Et maintenant, il faut passer d'un mode mono-énergie à multi-énergie. Donc en termes de réglementation, on parle du scope 3. Le scope 3, c'est un des scopes sur lesquels il va être très difficile de travailler. Et pourtant, en tout cas, nous, pour notre part, on a commencé à travailler sur le scope 3. Mais en termes de réglementation, je crois qu'il va falloir accompagner. Je parlais de toutes les petites entreprises de transport. C'est un écosystème qui travaille avec nous. Et en termes de réglementation, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à comment faciliter l'accès aux nouvelles énergies de toutes ces entreprises de transport qui vont avoir un problème d'accès au financement avec l'augmentation des taux et qui vont avoir un problème face à l'accélération de la réglementation. Et je pense les ZFE, avec les ZFE qui vont arriver très vite là maintenant. Un camion, c'est 6 à 9 mois de production. Donc si on a des ZFE qui arrivent au 1er janvier 2024, et il faut aussi arrêter de changer de réglementation. Pardon. Donc la réglementation, il faut qu'elle soit fiable, il faut qu'elle soit certaine, il ne faut pas qu'elle soit changeante, parce que l'outil industriel, lui, on ne peut pas le changer, on ne peut pas le modifier. Quand on s'est engagé dans des investissements, c'est compliqué de changer de feuille de route par rapport à ces nouvelles réglementations et toutes ces nouvelles énergies. Alors, je ne réponds pas vraiment à votre question, mais je donne un peu plus de cadre. Claude Finet, est-ce que vous voulez compléter ? Oui, de notre côté, nous aussi, je rejoins ce qui a été dit, hein, mais nous, par exemple, on fait plus de la sensibilisation, notamment quand vous allez sur notre site marchand. Maintenant, on sensibilise les clients au moment où ils doivent choisir leur mode de transport pour leur livraison, pour leur commencer à les éduquer en fait sur le fait qu'il y a moyen en fait de livrer, peut-être pas du jour au lendemain, mais de livrer avec 2-3 jours de décalage pour avoir une livraison beaucoup plus verte. Et donc ça va devenir une obligation à partir du 1er janvier 2024 sur tous les sites marchands. Merci, ça répond à votre... Oui, une partie, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres... Il y a peut-être des personnes dans la salle qui peuvent compléter éventuellement. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, merci beaucoup pour les intervenantes et les intervenants qui nous ont fourni des informations pertinentes. Je voulais avoir votre avis. Et vous êtes, vous, parce que comme ça, je suis Baris Tunk, ingénieur environnement, énergie et climat au sein du groupe Stern, entreprise de transport et de logistique. Je voulais avoir votre vision sur l'électricité et notamment l'hydrogène, car aujourd'hui, on sait qu'en France, on a de l'électricité très peu carbonée. Mais si on regarde d'un point de vue un peu plus macro et au niveau européen, on sait que les facteurs d'émission diffèrent grandement d'un pays à l'autre. Typiquement, si on va en Allemagne, voire en Pologne, on va avoir une électricité qui est largement plus carbonée qu'en France. Et l'hydrogène, on a des phases de production différentes, c'est-à-dire on peut le produire de l'électricité verte comme de l'électricité qui est carbonée. Et l'électricité verte, pour la fabrication d'hydrogène, coûte beaucoup plus cher que l'hydrogène fabriqué à travers l'électricité carbonée. Donc je voulais avoir votre vision sur cette transition énergétique sur les flottes automobiles qu'on peut avoir dans les années à venir, à court et moyen terme, sachant que les facteurs d'émission diffèrent d'un pays à l'autre, également en termes d'approvisionnement d'électricité aujourd'hui, même en France où on a beaucoup de difficultés, et troisièmement en termes de coûts, car comme monsieur nous l'a indiqué précisément, le coût d'un véhicule utilitaire électrique coûte beaucoup plus cher. Allez, on va essayer de vous répondre rapidement parce qu'on arrive à la fin de l'échange. Est-ce que, alors, qui est Bruno Klockner. Alors, on demande une vision. Donc, la vision, pour nous, elle est très claire. On s'engage dans un monde multi-énergie. Il n'y aura pas une énergie, mais différentes énergies. Un transporteur, il ne fabrique pas d'énergie, il ne fabrique pas des camions. Donc un transporteur, c'est un intermédiaire entre un client, entre celui qui va le charger et puis le client à qui on va livrer.
Donc, dans notre mode opératoire, j'ai parlé de formation tout à l'heure. La formation, elle est primordiale parce que nous, on doit conseiller nos clients. On doit les conseiller sur toutes les énergies disponibles. Ensuite, c'est le client qui fait son choix de l'énergie en fonction du CO2, en fonction des NOx, en fonction de ce qu'il veut faire avec son transporteur. Mais c'est important d'avoir ça à l'esprit. C'est-à-dire que nous sommes juste des intermédiaires et nous devons répondre à la demande des clients. La demande, elle peut être économique. On l'a vu avec le prix des camions, le prix de l'énergie. Je pense que le premier objectif, c'est l'objectif CO2. Je ne vais pas être très original, mais le premier objectif, c'est de décarboner. Donc, il faut avoir vraiment cette conviction de vouloir décarboner. Donc, en tout cas, en l'occurrence pour XPO, c'est ce que nous faisons. Nous prenons le pari de réduire le diesel fortement dans notre flotte et de conduire notre flotte vers un mix énergétique qui va très rapidement passer à 25% environ, 20 à 25% d'ici 2025 de notre flotte sera bas carbone. On va continuer à l'accélérer. Mais pour vous donner une vision, c'est vraiment multi-énergie. Et nous, on va être dépendants des fabricants, des producteurs d'énergie. Après, il ne nous appartient pas d'avoir des commentaires particuliers sur l'énergie qui sont produites. On n'a pas d'énergéticien. François Herviot. Oui, juste pour compléter, effectivement, le mix énergétique, il est complètement pertinent pour se conjuguer à la sobriété. Si on commence à miser sur une seule énergie, ça veut dire qu'on va transformer les énergies. Et à chaque fois qu'on transforme de l'énergie, on en perd. Donc à chaque activité, chaque secteur, chaque territoire, il peut y avoir une énergie qui va être pertinente. Donc il est important de ne pas les opposer. Observons, on va voir ce qui se passe, ce qui se développe en termes de R&D. Et voilà. Merci, oui, Aurélien Bigot. Et puis peut-être que Claude Finet voudra aussi intervenir et on conclura sur cette réponse. Peut-être rapidement, en tout cas à court terme, sur les différents vecteurs énergétiques. En gros, on a 4 vecteurs énergétiques: électricité, hydrogène, gaz ou carburant liquide. Et pour l'instant, parmi les 4, il y en a un qui est bas carbone à plus de 90%, c'est l'électricité. Et les 3 autres sont carbonés à plus de 90%, ils sont produits à partir d'énergie fossile. Donc, en tout cas, à court terme, quand c'est possible, l'électrique est plutôt à privilégier, notamment pour les véhicules utilitaires légers, ou après, à l'avenir, de plus en plus, potentiellement aussi pour des poids lourds, quand les distances ne sont pas trop importantes, ou bien s'il y a des autoroutes électriques qui se mettent en place. Après, ça, c'est à voir si ça se développe. Mais en tout cas, à court terme, on a quand même un vecteur qui est plus à privilégier que les autres. Et pour les autres, pour en arriver à un pourcentage d'énergie bas carbone qui est très important pour l'hydrogène, pour les carburants liquides ou gazeux, il va falloir du temps. Et surtout, ce seront des ressources, dans tous les cas, qui resteront assez limitées, notamment pour la production de biomasse. Donc ça veut dire que la priorité avant tout doit être encore de baisser les consommations d'énergie pour réussir à ce qu'une part importante de cette énergie soit bas carbone. Oui, il y avait des questions sur finalement les pouvoirs publics. Est-ce qu'ils s'engagent pour augmenter le ferroviaire, le fret et le fluvial aussi? Est-ce que vous sentez que ça se mobilise? Alors, il y a des objectifs qui sont ambitieux, désormais même extrêmement ambitieux sur le ferroviaire. En tout cas, le fait de doubler la part modale du fret ferroviaire à 2030, il nous reste 7 ans, c'est un défi qui est gigantesque. Pour autant, aujourd'hui, il y a des problèmes de financement, il y a des problèmes pour réussir à faire passer à l'échelle ce fret ferroviaire. Déjà, à l'horizon 2050, déjà une multiplication par 2 reste déjà un défi, à l'horizon 2030 encore plus. Donc il y a une volonté, mais qui doit se concrétiser davantage pour réussir à atteindre ces objectifs. Merci beaucoup. Claude Finet, est-ce que vous souhaitez ajouter un point? Je partage tout ce qui a été dit. Effectivement, donc la culture du monocarburant s'est terminée. On voit bien que ça sera maintenant des flottes avec plusieurs types de carburants en fonction des trajets à parcourir. Après, ce qu'il faut, c'est éviter effectivement que la législation change trop souvent, parce qu'on l'a bien vu, notamment avec les problèmes qu'il y a liés au gaz, où on avait des transporteurs qui avaient investi depuis 10 ans sur le gaz et qu'aujourd'hui, la moitié de leur flotte reste sur le parking parce que ça leur coûte plus cher de les faire rouler que les laisser sur le parking. Et après, c'est effectivement sur le report modal, là où on essaye de développer le report modal,
C'est encore un peu compliqué dans certains cas parce que effectivement, il faut que les infrastructures s'accélèrent dans leur développement pour arriver à ce qu'on veut faire d'ici 2030. Merci beaucoup. Un grand bravo à tous nos intervenants. Merci pour vos précisions. Oui. S'il vous plaît. Oui, mais oui. Une dernière question. Bah, qu'est-ce qui décide du timing? Mais c'est fou ça quand même. Non mais je rêve. Bon allez, mais rapide alors. Hein. C'est très important et pour rebondir. Bon, ça va alors. Sur l'intervention. On vous attend sur la question très importante. Allez-y. Vous allez voir, vous allez voir. Je me présente, Manuel Cordelet, directeur commercial de l'entreprise Lomac, spécialisée en rail-route. C'est une question pour Aurélien Bigot. Très bien. Par rapport justement à ses recherches. Est-ce qu'il a travaillé sur le sujet du 46 tonnes par rapport aux 44 tonnes? Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'il y a une injustice totale depuis 2014. Depuis 2014, quand le gouvernement a décidé de passer du 40 aux 44 tonnes, il a complètement oublié le rail-route. Je m'explique. Le rail-route par rapport au routier a des ensembles qui pèsent 2 tonnes de plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un routier peut rouler avec 28 tonnes 500 de marchandises sur 1000 km. Il est en 44 tonnes, il est dans la légalité. Et si on veut, nous, rail routier, transporter la même charge sur 1000 km, on n'a pas le droit. Parce que nos ensembles pèsent 2 tonnes de plus. C'est-à-dire qu'on milite depuis 8 ans pour avoir le 46 tonnes pour travailler à égalité de charge utile. Et on n'y arrive pas. Il y a une expérimentation qui a été lancée par les pouvoirs publics avec un décret voté à la mi-juillet 2022 pour qu'on puisse enfin faire du transport décarboné pour du 28 tonnes de 500 de marchandises, et nous sommes toujours bloqués, alors que l'impact serait très fort par rapport au fait qu'on veut doubler la part modale. Voilà, donc la question c'est, est-ce qu'il y a eu un travail de différentiel de fait sur ces 2 tonnes qui pourraient passer par le train et qui restent aujourd'hui par la route? Très bien. Alors, on vous répond un peu oui ou non. Je n'ai pas étudié ça spécifiquement dans ma thèse, donc je ne vais peut-être pas répondre si je n'ai pas trop d'éléments, donc je ne sais pas si vous avez des... Je n'ai pas un élément directement de réponse à ce sujet-là, mais je pense qu'on parlait tout à l'heure de faire évoluer la réglementation. Dans le même ordre d'idée, on a ce qu'on appelle le maxi-trailer qui est en circulation en Espagne. C'est un camion, c'est un tracteur avec 2 remorques, 2 semis, pardon. Et là, on va presque à 70 tonnes. Donc là, avec toutes les fédérations, on est en train d'essayer de faire homologuer ces véhicules qui roulent dans d'autres pays, qui pourraient rouler chez nous et faire des économies significatives de CO2. Et en plus, pour faire face à la pénurie de conducteurs qu'on a en Europe, ce serait bien de déployer ça. Donc, ça me paraît évident que si on arrive à travailler sur ces sujets-là, on arrivera à débloquer ces 2 tonnes. difficultés. Merci, c'est bon, ça va dans la salle, on peut applaudir nos intervenants. Non, vraiment, c'est la fin, là, je suis désolée. Merci à tous, merci d'avoir été avec nous.